Bienvenue sur Totis dans ce nouvel épisode de DG sur écoute, la série d'interviews qui s'intéresse aux directrices et directeurs de grandes écoles. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'échanger avec Stéphanie Lavigne, qui est directrice générale de TBS Éducation. Bonjour Stéphanie. Bonjour Thibaut, très contente d'être avec vous aujourd'hui sur notre campus de Paris. Dans cette première partie, Stéphanie Lavigne, on va s'intéresser à vous en tant que directrice générale de TBS Éducation. Pour commencer, est-ce que vous pourriez un peu revenir sur votre parcours et vos fonctions ? Alors moi j'ai un parcours très académique, je suis un produit de l'université, donc j'ai un doctorat en économie et j'ai commencé ma carrière comme maître de conférence en économie, puis après j'ai rejoint l'école de commerce de Toulouse qui à l'époque s'appelait l'ESC Toulouse. J'étais professeure de stratégie dans cette école, je suis rapidement devenue doyenne de la faculté, donc je m'occupais des profs pendant 6 ans, puis directrice générale adjointe. Et j'ai pris mon poste de directrice générale il y a 4 ans maintenant, dans un virage dans les fonctions, puisque j'exerce très peu en tant que prof aujourd'hui, donc peu de cours, mais un nouveau métier, nouveau challenge depuis 4 ans. Alors vous avez un parcours universitaire, vous l'avez dit. Comment est-ce que vous êtes venu au monde des grandes écoles et surtout comment êtes-vous passé de l'enseignement à la direction générale ? Alors, il y a souvent un fossé, il y a les universitaires d'un côté, les grandes écoles de l'autre. Moi, je me rappelle quand j'ai dit à mes parents que je quittais l'université pour aller dans une grande école, et les collègues universitaires, j'étais un peu le paria, là, pourquoi j'allais chez les voisins d'en face et pourquoi je ne restais pas à l'université. Moi, je me rappelle, quand je suis partie prof à l'école de commerce, je m'étais dit que c'était une opportunité d'internationalisation. Je savais que les profs qui étaient dans cette école partaient beaucoup à l'étranger, en visiting. Donc ce qui m'avait vachement attirée, c'était ce côté international, pour lequel je ne m'étais pas trompée. Et puis le côté professionnalisant, quoi. C'est-à-dire que moi, je sortais de l'université pendant 8 ans d'études, j'ai enseigné 4 ans là-bas. Et j'avais envie de me gratter un petit peu à la réalité de l'entreprise. Et donc, savoir qu'on allait former des gens qui allaient travailler dans l'entreprise et qu'on allait faire rentrer des professionnels, que j'allais bosser avec des gens qui étaient dans l'entreprise, c'était chouette. Donc, moi, j'enseignais l'entreprise, mais j'y étais pas allée. Et c'est vrai que de rentrer dans une école de commerce, c'est un formidable lieu pour performer davantage dans l'enseignement. J'ai rencontré beaucoup d'anciens de l'école qui sont en poste dans les entreprises et puis on fait intervenir beaucoup de professionnels du monde de l'entreprise. Donc ce côté professionnalisant, je pense que c'est ce qui fait que je me suis tournée vers les écoles. Après, il faut être très clair, hein, le monde des grandes écoles a profondément changé. Donc aujourd'hui, quand moi je recrute un professeur à l'école, dans 100% des cas, il vient de l'université, il a un doctorat. Donc cette frontière université-grandes écoles, elle est de moins en moins forte sur les profils des profs qu'on trouve. Après, ce côté internationalisation et professionnalisation, je pense que ça reste un fer de lance des grandes écoles, en tout cas à la française. Et qu'est-ce qui vous a plu Vous êtes devenue doyenne, puis directrice générale. Qu'est-ce qui vous a plu? Pourquoi vous avez souhaité comme ça avoir des responsabilités de direction? Alors moi, on m'a un peu poussée à prendre ces responsabilités. Il y a quelques personnes dans l'école qui se reconnaîtront, qui m'ont dit et pourquoi tu irais pas prendre cette fonction? Moi, je ne m'étais pas franchement prédestinée à gérer, manager les autres, parce que c'est un sacré métier. Et puis, je crois qu'au fur et à mesure que j'ai pris ces fonctions, je me suis rendu compte que j'aimais bien m'occuper d'un groupe, d'une structure, et que ça me motivait de me dire, voilà, on est à ce point-là, il faut arriver à ce point-là, allez, on va essayer d'embarquer les équipes pour y aller. Donc, je me suis découvert une appétence et aussi une forme de contentement là, de me dire, finalement, j'aime bien gérer, quoi. Donc, pas franchement prédestinée à ça. Après, c'est vrai que la matière que j'avais enseignée, qui est la stratégie d'entreprise, dans cette matière, on enseigne souvent aux étudiants comment une entreprise elle décide d'être leader, comment elle a un avantage par rapport aux concurrents, comment elle doit répondre bien à ses clients. Donc j'avais déjà pas mal de choses qui sont utiles quand on dirige une entreprise. Et puis après, je pense que le fait d'avoir un bagage académique et d'être proche des professeurs, de savoir ce que c'est que ce métier, c'est un sacré plus quand on dirige une école, parce que la force d'une école, c'est les profs. C'est l'activité de production des connaissances. Évidemment, c'est tout le personnel qui fait tourner l'école. Il n'y a pas que les profs, hein, il y a toutes les équipes. Mais c'est vrai que voilà, la spécificité de notre secteur, c'est cette production de connaissances qui est liée à nos professeurs. Donc, je pense que ça m'a donné un bon atout.
Alors, quel ADN souhaitez-vous insuffler en tant que directrice générale de TBS Éducation? Est-ce qu'il y a des choses comme ça qui vous tiennent à cœur? Alors, dans les choses qui me tiennent à cœur pour le modèle d'école de TBS Éducation, il y en a un, sans grande surprise, c'est l'excellence académique. Donc, on est une école qui a beaucoup changé depuis ces 15 dernières années, avec un virage pris vers le recrutement de professeurs très engagés dans la recherche. Donc, ils sont tous docteurs, 100% des profs sont docteurs, beaucoup ont l'habilitation à diriger les recherches, ils publient à très haut niveau. Et on leur demande de plus en plus que ce qu'ils produisent comme recherche ait un impact, et pour les jeunes qu'on forme, et pour les entreprises. Donc l'excellence de la recherche, l'excellence académique, ce serait sans doute le fer de lance de l'école. Après, dans l'ADN, ce que moi j'aimerais qu'on retienne de TBS Éducation, s'il y avait 2 valeurs, moi je dirais la responsabilité. L'école s'est transformée, donc on vient de célébrer nos 120 ans. Et c'était un moment extrêmement dingue à l'école parce qu'on s'est interrogé sur pourquoi une école qui a 120 ans, elle forme encore des gens 120 ans après, comment on veut les former. Et donc nous, ce qu'on s'est dit, c'est qu'on voulait former des jeunes qui allaient être vraiment des acteurs dans les entreprises. Et le message qu'on veut leur apporter, ce qu'on aimerait qu'ils deviennent, c'est des décideurs, des managers, des créateurs qui, quand ils pensent aux décisions, font attention aux conséquences de leurs décisions, alors pour la planète, mais pas que pour la planète, aussi pour les autres. Donc on a pris le statut de société à mission et on a profondément changé la façon dont on gère l'école, donc avec cette notion de responsabilité sociale de l'entreprise, cette prise en compte de nos impacts environnementaux, sociétaux. Donc voilà, je dirais l'ADN, la responsabilité. Et puis après, il y a une valeur qui est ancienne dans l'école, c'est l'ouverture. C'est une école qui s'est ouverte à la diversité. Je crois que c'était une des premières qui ouvrait des campus à l'étranger, donc avec Barcelone et Casablanca. C'était dans les années 90. Donc une école qui est très internationale. Moi, c'est vrai que quand on se balade dans les couloirs, on entend un peu toutes les langues. Alors l'anglais étant évidemment la langue de prédilection, mais une diversité de culture, une diversité garçons-filles. Une école qui est super bien équilibrée là-dessus. Ça, c'est un sujet qui me tient à cœur, l'égalité et la parité. Donc ouais, je dirais dans les valeurs et dans l'ADN, la responsabilité et l'ouverture. Pour terminer cette partie sur vous, Stéphanie Lavigne, est-ce que vous auriez une anecdote en tant que directrice générale de TBS Éducation? Une anecdote, c'est peut-être le jour où on m'a proposé de prendre la direction de l'école. Moi, j'étais assez tranquille dans mon bureau et on est venu me proposer de prendre la direction de l'école. Alors, je me suis demandé s'ils se rendaient bien compte de ce qu'ils me demandaient. Parce qu'il y avait une différence entre la fonction que je faisais et puis la fonction qu'on me proposait. Et le soir, j'ai fait un petit dîner de famille pour le pour et le contre. Et on a pris une colonne à gauche, tous les éléments pour, à droite, tous les éléments contre. En vérité, il y en avait pas mal contre. Et le lendemain, quand je suis allée au fameux rendez-vous, j'avais pris la décision de dire je ne suis pas très certaine d'être la bonne candidate pour le poste. Et en fait, il n'y avait aucun doute de la part des gens qui m'ont proposé de prendre le poste. Donc l'anecdote, c'est que je me suis lancée dans cette aventure. C'est pas quelque chose que je bridais depuis des années en me disant quand je serai grande, je serai directrice générale de TBS Éducation. Donc ça m'a un peu tombé dessus. Et ce que je dirais, c'est que pour s'en sortir, il faut aimer ce qu'on fait. Et après, il faut beaucoup travailler. Donc j'ai dû beaucoup travailler. Mais ouais, l'anecdote, ce serait que ça m'a un peu tombé dessus. Et finalement, c'était une bonne chose. Merci Stéphanie Lavigne. On passe maintenant à la deuxième partie de notre échange qui sera dédiée donc à TBS Éducation, hier, aujourd'hui, demain. Peut-être rapidement pour revenir un peu sur l'histoire et la trajectoire de TBS Éducation. Alors TBS Éducation, c'est une grande dame créée il y a 120 ans, donc c'était en 1903. Ça a été créé à Toulouse par la Chambre de commerce et d'industrie de Toulouse. 120 ans après, TBS, c'est qui, c'est quoi? C'est une école qui a à peu près 6000 étudiants par an. Donc on a 4 campus, un à Toulouse, un à Barcelone, un à Paris, un à Casablanca, qui accueille beaucoup d'étudiants internationaux, qui fait beaucoup de formations aussi continues pour les entreprises. Et c'est une école qui truste des places dans les classements, alors ça dépend des programmes, mais qui oscille autour de la 10e place pour le programme Master, qui est dans les 3 premiers bachelors en France, et puis qui est parti dans la course à la compétition internationale,
Ça, c'était dans les années 2000. Donc, on est parti dans cette course aux fameuses accréditations internationales. Donc, on a les 3. Et ça nous a ouvert un champ des possibles pour développer l'école à l'international. Donc, le but, c'est de bien performer sur cette reconnaissance de l'école à l'international. On a parfois du mal à différencier les grandes écoles aujourd'hui en 2024. Selon vous, quels sont les atouts, quelles sont les axes différenciants de TBS Éducation? Alors, dans les facteurs de différenciation de l'école, moi je dirais que c'est une école qui prend vraiment bien soin de ses apprenants et qui place au cœur du modèle ce que nous on appelle en interne, on a développé nos jargons, nous on appelle ça le bien-être pédagogique. On essaye de donner les meilleures conditions d'apprentissage aux étudiants. Alors, meilleures conditions d'apprentissage, ça veut dire je vous mets dans une salle de cours en face d'un prof et je garantis que vous allez avoir un super bon pédagogue, un super bon cours de super bon niveau. Ça, c'est l'académique. Mais on garantit aussi qu'on accompagne le plus possible les trajectoires des jeunes. Donc, on les aide à trouver une voie professionnelle. Et puis, on les accompagne socialement. C'est-à-dire que si vous n'avez pas la capacité à financer des études dans une grande école parce qu'il y a ces frais de scolarité, TBS, c'est une école qui va faire quelque chose pour vous. Donc, on a été une des premières écoles à mettre des frais de scolarité qui dépendaient de votre capacité à financer vos études. Donc, on accompagne beaucoup nos étudiants du programme bachelor et du programme grande école quand ils n'ont pas suffisamment de moyens financiers. On a une fondation. Donc, dans les facteurs de différenciation, je dirais prendre soin de nos étudiants, ce bien-être de l'apprenant. Et puis, je dirais aussi l'international, avec nos campus et puis toutes les possibilités qu'on propose à travers nos 240 universités partenaires. Est-ce que vous auriez 3 éléments phares de votre plan stratégique que vous souhaiteriez nous partager, à peu près la direction que prend en ce moment TBS Éducation? Alors, comme les étudiants ne le savent pas toujours, une école, c'est aussi une entreprise. Et dans toutes les entreprises, on a des plans stratégiques. Alors nous, on a des plans sur 5 ans. Donc nous, on a fait un plan en 2021 qui court jusqu'en 2026. Dans les piliers, il y a le bien-être de l'apprenant dont je viens de parler, qui passe par un renouveau de tous nos campus. Donc moi, je suis la directrice qui, quand elle a pris son poste, a dit on va construire 4 nouveaux campus, on va renouveler l'ensemble de notre parc immobilier. Alors c'est pas juste, on n'est pas une agence de promotion immobilière, mais on réinvente des lieux où on apprend différemment. Le Covid, ça nous a super bousculé parce qu'on s'est dit qu'est-ce que c'est qu'on peut faire à distance, qu'est-ce que c'est qu'on ne peut pas faire à distance. Donc on a beaucoup intégré ce qui s'est passé. Donc dans le plan stratégique, il y a ce renouveau des campus, il y a l'excellence académique. Donc on recrute des professeurs de haut vol qui font de la recherche de haut vol et il faut que ça se répercute dans la salle de cours. Et dans le plan stratégique, on a demandé à nos professeurs d'intégrer dans tous leurs enseignements les objectifs de l'ONU sur le développement durable, la responsabilité sociale de l'entreprise. Donc on veut vraiment essayer de former des gens qui raisonnent durabilité. Donc on a profondément renouvelé toutes nos maquettes. Et dans les éléments du plan stratégique, il y en a un, c'est évident, c'est l'employabilité des jeunes et des moins jeunes. Donc on a énormément mis de moyens sur comment j'aide un jeune qui rentre chez moi et qui ne sait pas ce qu'il veut devenir ou ce qu'il peut faire ou va faire à se professionnaliser. Et il y a quelque chose qui me tient beaucoup à cœur dans le modèle de l'école, c'est l'alternance. Voilà, on a énormément développé l'alternance. Alors aujourd'hui, vous êtes sur notre campus parisien, tout flambant nouveau, puisqu'il a été renouvelé l'année dernière. Et c'est un campus qui accueille que des alternants, non, mais une grande majorité de jeunes qui sont en alternance avec nous. Et c'est vrai que Paris, pour l'alternance, c'est un lieu rêvé en termes d'opportunités. Donc je dirais, le 3e levier du plan stratégique, c'est comment je garantis que si vous décidez de rejoindre TBS Éducation, on va vous accompagner vers la plus grande employabilité. Alors justement, vous avez parlé des sujets de campus. Vous avez récemment annoncé abandonner le grand projet de campus toulousain. Pourquoi et quelles sont un peu les alternatives du coup pour ce campus? Alors on ne l'a pas abandonné. Ça a été repris dans la presse, TBS abandonne. Mais en fait, c'est juste TBS abandonne un projet, un bâtiment. Mais on n'a pas abandonné le projet. Et d'ailleurs, si vous restez connecté fin janvier, début février, vous verrez le nouveau projet immobilier de l'école. Non, en gros, ce qui s'est passé, c'est qu'on avait projeté de renouveler ce campus historique de Toulousain.
Et sous l'effet post-Covid, inflationniste, par rapport au taux d'intérêt, par rapport au prix des matières premières, etc., on a eu une flambée de la note à payer pour construire. Et moi, j'ai considéré qu'on fonctionne avec les frais de scolarité des étudiants. Et on a préféré abandonner un projet qui était devenu trop coûteux pour se recentrer sur un autre projet. Alors ça nous a fait phosphorer, être plus innovant, être plus créatif. Certes, on a pris un peu de délai, mais comme on avait déjà renouvelé notre campus de Barcelone, de Paris, et qu'on est en train aussi de renouveler celui de Casablanca, on a préféré prendre le temps nécessaire pour faire les choses bien. Donc c'est un projet qui verra le jour, on l'espère, en 2027. D'accord. Donc affaire à suivre. Affaire à suivre. Un mot peut-être maintenant sur les classements. Il y a des dynamiques de classement, que ce soit à l'échelle nationale ou internationale. Comment analysez-vous la position de TBS ces dernières années et surtout, quelles sont vos ambitions sur les classements des prochaines années? Alors, les écoles, elles sont un peu aujourd'hui comme des entreprises qui sont cotées sur un marché avec un cours de bourse. Ce cours de bourse, c'est le classement. Donc, nos étudiants, les familles, elles y sont très sensibles. Quand elles doivent choisir une école, elles regardent le classement. Dans un monde rêvé, on aspire tous à avoir la plus forte position dans le classement, mais on aspire aussi à ce que nos étudiants soient les meilleurs ambassadeurs de notre école. Donc nos étudiants aussi, ils peuvent prescrire ou pas prescrire à l'école. Donc en termes de classement, comme je vous le disais tout à l'heure, nous on a un programme grande école, donc le niveau master, qui truste une 10e place en France, un programme bachelor qui est plutôt dans les 2-3 places du top français. Donc on veut se maintenir dans le top 10 pour le programme grande école. Et puis il y a ces classements internationaux. Alors il y a la référence internationale, le Financial Times. Donc il y a 5 ans de ça, on était le 60e au niveau mondial sur le grand programme master. On est aujourd'hui 37. Donc l'école a gagné beaucoup de place dans cette reconnaissance internationale. Et donc idéalement, c'est bien maintenir une place dans les 30 plus gros mondiaux. Moi je signe si on maintient la place, ce sera une jolie place pour notre école. Et sur le CIGEM? Alors le CIGEM, c'est vrai que c'est un classement qu'on regarde avec une grande attention parce qu'il concerne un marché qui est dans l'éducation, un segment de formation, la classe préparatoire. Alors, cette classe préparatoire, elle existe nulle part ailleurs qu'en France. TBS est une école très très attachée à la classe prépa. On voudrait être 10 et on voudrait, si possible, remonter dans ce top 10 parce qu'il y a un grand signal qui est donné sur ce segment-là, qui est quelle est la position d'une école pour ce groupe d'apprenants que sont les étudiants de classe préparatoire. Donc, l'école est très engagée envers les classes préparatoires. On travaille beaucoup avec l'association des professeurs de classe prépa. On va beaucoup dans les classes préparatoires parler de l'école, de ce qu'on fait, des débouchés. Donc aujourd'hui 11, demain 10 ou mieux. En tout cas, on a des ambitions sur ce sujet. D'accord, c'est bien noté. Merci Stéphanie Lavigne. Dernière question sur ce sujet. Est-ce que vous auriez une actualité à nous partager, quelque chose que vous avez récemment annoncé à la presse? Puisqu'on est sur le campus de Paris, ce serait les investissements qu'on va faire sur le campus parisien. Donc on est aujourd'hui dans un vieux lycée parisien. Alors, on a eu un coup de cœur pour ce côté un peu lycée traditionnel parisien avec une hyper grande cour et qui rappelle bien les codes de l'académique et de l'enseignement. Et l'idée, c'est de faire monter ce bâtiment un peu plus enseignement supérieur. Donc on va investir 7 millions d'euros cet été pour renouveler le campus parisien et donner une expérience différente à nos apprenants sur ce campus qui est situé donc dans le 15e arrondissement. Et pour le moment, nos étudiants sont super contents de vivre une expérience ici. C'est vrai que c'est un très très beau bâtiment. On bascule maintenant sur la troisième partie de notre échange, Stéphanie Lavigne, qui sera dédiée à TBS Éducation dans l'enseignement supérieur. Première question, il y a à Toulouse pas mal d'écoles, un peu sur les mêmes disciplines, TBS Éducation, TSM, TSE. Comment analysez-vous cette concurrence et pourquoi ne pas vous unir pour mieux rayonner à l'international? Alors nous, on considère qu'on est la seule école du territoire toulousain parce que les deux institutions dont vous parlez, en vérité, sont des composantes de l'université. En fait, on est très proches, on travaille, on collabore beaucoup. Alors TSE, Toulouse School of Economics, une des plus prestigieuses institutions au monde en économie. On travaille énormément avec eux, on recrute beaucoup de gens qui sont passés par cette brillante institution, des profs d'économie, de finance,
de logistique, de systèmes d'info qui viennent de cette institution. On collabore sur des projets de recherche avec eux. Les liens sont excellents avec l'institution. Quant à TSM, Toulouse School of Management, on partage ensemble une école doctorale. C'est-à-dire qu'on a uni nos forces pour créer une école doctorale dans laquelle les profs de TPS enseignent et les profs de TVS supervisent des jeunes docteurs. Donc moi, je ne les vois pas comme des concurrents, je les vois plutôt comme comme des partenaires. Ensuite, on a des modèles de formation qui sont quand même très différenciés. Donc pour nous, ce n'est pas des concurrents et on n'est pas loin en plus, géographiquement parlant, donc c'est les voisins. D'accord. Est-ce que vous êtes encore attaché au modèle des classes préparatoires? Vous l'avez déjà répondu au cours de notre échange, mais parce que certains disent l'apparition des bachelors ont pu, à un moment donné, fragiliser le modèle des classes préparatoires. Quelle est votre analyse là-dessus? Moi, je pense qu'il ne faut pas du tout voir les choses comme ça. D'abord, les bachelors, c'est un diplôme qui existe dans le monde entier. C'est un diplôme qui est reconnu partout au niveau international. C'est un vrai segment de marché. Vous terminez votre bac, vous faites un bac plus 3 et puis vous allez être diplômé de ce diplôme bachelor. Originellement, vous faisiez ce programme bachelor pour avoir une professionnalisation rapide. Quand les classes préparatoires, vous vous destinez à faire des études différentes. Il y en a une, c'était vraiment la vente, le commerce, avec une dimension très internationale, le bachelor, puis les prépas, un bagage académique plus musclé pour aller plus vers de la direction, de la gestion d'entreprise. Donc pour moi, on n'est pas du tout sur les mêmes segments. Et chez nous, dans notre modèle d'école, on a les deux programmes, le bachelor, le programme grande école. Ils ne se cannibalisent pas. Et nous, on est très, très attachés à la classe préparatoire pour le niveau master. On est une école qui majoritairement recrute des étudiants de classe préparatoire. En première année, en L3, on a 100% de prépa. Et en deuxième année du master, en M1 et M2, on fait rentrer des admissions parallèles. Il peut y avoir des bachelors, mais il peut aussi y avoir des étudiants qui viennent de l'université. Donc, mais majoritairement encore, on est à 60% prépa, 40% AST, admission parallèle. Et c'est vrai que ça fait un bon mix. Donc, on est très attachés au modèle de la classe prépa. Alors avec l'arrivée du but 3, comment analysez-vous l'avenir de la ST1? Vous en avez vraiment pas beaucoup, c'est ça? Vous vous expliquez? Alors, on en a eu beaucoup, oui et non, on en avait. Et puis avec cette transformation, mécaniquement, on en a moins. Donc nous, on s'adapte à ce qui se passe sur le marché. Et le fait que beaucoup de jeunes arrivent chez nous maintenant avec un bac plus 3 et pas bac plus 2 fait qu'en fait, ils rentrent directement en M1, en deuxième année de notre programme. Donc on a intégré ça. À la fois dans l'organisation de nos cours, dans nos maquettes, pour répondre un petit peu aux évolutions du marché. Mais voilà, ça n'a pas bouleversé les fondamentaux de l'école. On a parfois certains étudiants de grandes écoles issus des classes préparatoires qui se disent un peu frustrés quand ils voient arriver en master justement des étudiants d'autres filières où, entre guillemets, la sélectivité serait un peu moins forte. Qu'est-ce que vous répondez à ce phénomène? Moi, je ne suis pas du tout d'accord. En fait, c'est des formations, toutes les formations en France, on a de la chance. On est dans un pays où l'enseignement supérieur est de très grande qualité. Les formations, elles ne sont pas faites avec le même prisme. Moi, quand on recrute quelqu'un chez nous en admission parallèle qui vient de l'université, elle a reçu une formation solide, pas la même que celle de l'étudiant de prépa sur certaines dimensions. Alors, l'étudiant de prépa, il est un peu frustré quand il arrive dans une école de management parce qu'il perd certaines matières, la philo, la géopo, tout ce qu'on met aussi derrière le thème des humanités. Alors nous, on s'est mis à TBS Éducation, justement, on s'est dit, il faut qu'on fasse un continuum pour l'étudiant de prépa entre ce qu'il a eu et ce qu'il découvre. Et on a créé cette semaine des humanités, par exemple, chez nous. Et de l'autre côté, ceux qui arrivent en admission sur TIS, eux, ils connaissent pas bien l'entreprise parce qu'ils ont eu une formation aussi académique. Donc nous aussi, on fait des cours pour pouvoir les intégrer progressivement au modèle de l'école. Donc c'est des publics qui se mixent bien. Moi, je suis super fan de la diversité que ça produit. Et il n'y a pas de compétition entre les deux publics une fois qu'ils sont dans l'école. En fait, une fois que les gens sont dans l'école, ils peuvent suivre des voies et chacun peut trouver la sienne. Donc voilà, il n'y a pas vraiment de problématique à intégrer ces deux types de publics. On arrive déjà au terme de notre échange. Stéphanie Lavigne, pour terminer, est-ce que vous pourriez un peu nous dire comment est-ce que vous voyez l'école de management de demain? À quoi ressemblera la formation en école de management?
Bon, moi, je suis une grande fascinée par tout ce qui se passe en ce moment autour de l'intelligence artificielle. Donc, j'ai demandé aux profs chez moi d'investiguer le sujet, de travailler dessus. On a monté plein de groupes. On a de la chance à Toulouse. On a un groupe de profs qui est reconnu au niveau national et mondial sur l'intelligence artificielle, le big data. Et ces gens-là, ils expliquent un petit peu. Alors, les étudiants connaissent tous ChatGPT, mais il n'y a pas que ça. Donc, nous, on a expliqué un petit peu à nos étudiants qu'est-ce qu'ils ont le droit de faire, qu'est-ce qu'ils n'ont pas le droit de faire. Qu'est-ce que ça change, qu'est-ce que ça apporte de positif, pas de positif. Et j'aime bien me projeter avec qu'est-ce qu'on va devenir avec ces outils. Et je voulais vous donner une petite anecdote. On a créé une boîte, on l'a posée dans l'école, on appelait ça la boîte noire. On a mis tous nos étudiants qui voulaient jouer le jeu dedans, on les a enfermés dans la boîte noire et on leur a dit, dans 10 ans, dans 20 ans, dans 30 ans, l'école TBS, elle est devenue quoi? Et la formation, elle est devenue quoi? Et on a enregistré ça, des capsules vidéo. J'ai moi-même participé au petit jeu. Et dans 10 ans, on libérera la capsule vidéo, mais personne ne va la voir pendant 10 ans. Dans 20 ans, on libérera d'autres capsules. Alors, il faudra qu'on sécurise tous ces enregistrements. Tout ça pour vous dire quoi? C'est qu'en fait, on n'a pas de boule de cristal pour dire ça va être quoi l'école de demain. Mais je suis profondément convaincue d'une chose, c'est que malgré tous les outils qui vont se développer, tout ce qui va se faire autour de l'intelligence artificielle, la relation d'enseignement entre un professeur, un sachant et un élève, elle dure depuis des siècles et elle va rester. Par contre, elle se transforme. Donc moi, idéalement, dans l'école du futur, c'est un endroit où la relation entre le prof et l'étudiant, elle est sacralisée, elle est importante. Et je crois beaucoup aux professeurs qui guident nos vies et qui nous orientent et qui vont donner une trajectoire à certains étudiants. Donc dans l'école de demain, l'humain, mais avec les nouveaux outils d'aujourd'hui. Merci Stéphanie Lavigne d'avoir été avec nous aujourd'hui. Avec plaisir et merci pour l'invitation. Et on se retrouve très bientôt sur Totis pour un nouvel épisode de DG sur écoute. Au revoir.